comment c'est les soleils. J'espère qu'il y a des soleils parce que nous, à Perpignan, il y a zéro soleil. Donc, c'est un avant-goût des Hauts-de-France en plein hiver, si vous voulez. Ce qui ont du charme, hein, d'ailleurs. Hein, je ne dis pas ça, mais voilà. En tout cas, fait soleil, mais froid. Ben, je te laisse faire, Fred. Je te laisse voir parce que là, j'ai. Ouais, Albi, sous le soleil. Là, ça va. Beau soleil ensoleillé à Sarlat. Super, la Meuse aussi, tout ensoleillé. Ça décrit de beaux jours. Luberon, ici soleil. Finistère. La Creuse, toujours 22 degrés, mais ça, je ne le crois pas. Ouais, non, c'est 11, comme dirait Patrick Lévy, c'est 11 le matin, 11 l'après-midi, c'est ça. Les Ardennes, la Wallonie, soleil de jambes, Wallonie. Bossens dans le 67. Là, il insiste, non, 22 en Creuse. D'accord. La Savoie, les Thermes d'Aveyron, Cransac. Soleil. La Guadeloupe, c'est la nuit. Ah oui, beaucoup de mérite d'ailleurs pour nos amis à Guadeloupe qui se connectent le soir et donc qui nous regardent avant le petit matin, on va dire. Le soleil arrive en Creuse, évidemment, face au Mont Blanc de Savoie. Super. Corrèze avec du soleil. J'ai eu 2-3 questions sur ma veste, parce qu'on dit tu n'en as pas une autre. Alors non, je dois préciser que non, c'est une veste Eloa. On le joue corporate jusqu'au bout, même en confinement. Hein. Toute l'équipe, alors sauf Fred qui décide de ne pas la mettre, a priori, qui est le délégué syndical de la boîte. Donc lui, il a décidé de ne pas le mettre. Mais sinon, voilà, pour cette raison que je porte le hoodie Eloa que porte toute l'équipe. Grand soleil dans le Beaujolais, soleil et froid dans l'Aveyron. Bravo pour la veste, toi. Voilà. À quand les t-shirts Eloa pour les managers de maison d'hôtes? Ah, c'est une bonne idée, tiens. Soleil à Cambrai. Je veux la même. Ben oui, Alain. Allez. Bonjour du pays Marois. Natacha qui réalise son site sur Eloa, ben, bravo, bien. Vous allez voir, ça va être rapide, simple et très sympa. Ben, super, on est à l'heure, on peut y aller. Merci à toutes et à tous. On sera un peu plus de 200 aujourd'hui, ça rentre progressivement, mais on essaie de mettre un point d'honneur à respecter l'horaire parce que vous avez, malgré le confinement, beaucoup de choses à faire aussi et donc les journées sont toujours un peu longues. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est moi qui m'y colle aujourd'hui sur ce sujet qui, je sais, vous tient très à cœur, qui est le sujet donc, de la relation avec les OTA et comment essayer de mieux les gérer, notamment dans un contexte post-Covid. Donc, comme toujours, on va démarrer par un peu d'actualité. La première actualité, c'est celle d'Airbnb qui a annoncé hier soir verser 250 millions de dollars d'indemnités aux propriétaires pour toutes les réservations qui sont annulées. Alors, c'est le patron d'Airbnb, l'un des 3 cofondateurs qui s'y est collé pour annoncer ça. Ça concerne toutes les réservations qui ont été faites avant le 14 mars. Pourquoi le 14 mars? Parce que c'est le 14 mars que l'OMS a déclaré officiellement la pandémie, donc c'est la date qu'a retenue Airbnb. Et ça concerne des réservations qui portaient jusqu'au 31 mai. Alors, c'est un geste... une fois de plus, comme je vous avais annoncé, Airbnb disait voilà, on va offrir des logements à 100 000 soignants. En réalité, c'était les propriétaires qui offraient, c'est Airbnb qui agrégé. Là, les 250 millions de dollars, ce n'est pas vraiment un cadeau que fait Airbnb aux propriétaires, puisqu'en réalité, Airbnb a encaissé l'argent de ses réservations. En tout petit, il est bien expliqué que cet argent n'est pas remboursé aux guests, en fait, aux voyageurs. Airbnb va proposer un avoir aux voyageurs, mais pas un avoir pour se rendre dans l'hébergement que le voyageur avait réservé, mais dans n'importe quel autre hébergement que le voyageur, pour X raisons, déciderait d'aller réserver parce qu'il a envie de changer de destination ou parce qu'il considère que c'est moins sécur, etc., etc. Donc en réalité, les 25% qui sont reversés correspondent à 25% des frais d'annulation qui sont dus aux propriétaires, mais le reste de la réservation est conservé par Airbnb. Donc, ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est une opération marketing à peu de frais, évidemment, puisque s'il rembourse 25% des frais, ça veut dire pour 250 millions de dollars, ça fait 1 milliard de dollars qui ont été encaissés de réservation. Alors, c'est comme ça, c'est le jeu, mais c'est toujours mieux que rien. En tout cas, voilà pour l'actualité de la journée. Pour ça. Deuxième actualité, Booking annonce supprimer
définitivement ces commissions pour les 12 prochains mois. Donc, pour en profiter, vous devez vous inscrire sur le site suivant, dont l'adresse apparaît sur votre écran. Donc, n'hésitez pas, là, vous avez une remise de 100% des commissions à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, enfin pour 12 mois. Voilà. Alors, je vois des questions disant l'adresse du site ne s'affiche pas. C'est bizarre, ça peut être un petit souci. Je l'ai ici, voilà, l'adresse du site, celle-là. Je l'ai aussi. Voilà, c'était donc l'adresse du jour, le poisson d'avril du jour, puisqu'on est quand même le 1er avril. Donc non, il n'y a pas de remise de commission chez Booking. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît, mais enfin, confinement ou pas, on pouvait se permettre un petit poisson. On les a cherchés dans la presse quotidienne. Aujourd'hui, on ne les a pas trouvés. Voilà, pour le webinaire, donc je refais le mode d'emploi rapidement. 30 minutes à 45 minutes de présentation, des interventions de ma part. Vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions à Frédéric en utilisant la fonctionnalité questions-réponses ou converser, mais c'est mieux de passer par questions-réponses. Alors, comment mieux gérer votre relation avec les OTA? Moi, j'ai essayé de vous faire une condensée de d'où on vient, où on en est et vers où on va, comment ça va se passer, particulièrement dans un contexte post-Covid, que vous soyez maison d'hôte, gîte, hôtel, camping. Et il peut y avoir aussi des hébergeurs, puisque certains hébergeurs sont concernés par les OTA, pas tous les mêmes OTA, mais les logiques sont similaires. Alors, les OTA, c'est le nouveau visage de la distribution du voyage et ce visage, il fait peur pour certains. En réalité, c'est pas vrai. C'est Monstro, la célèbre baleine de chez Pinocchio. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur, c'est que du cinéma. Le visage de l'OTA, aujourd'hui, j'ai pris cette image Monstro parce qu'en fait, on les diabolise, on les présente comme des gens qui sont en train de sucer la moelle des professionnels, mais en réalité, si on est tout à fait honnête, la nature ayant horreur du vide, les OTA ont pris une place que les professionnels n'ont pas eux-mêmes occupée. Je m'en explique. À l'origine, notamment l'OTA le plus connu en Europe et le plus important qu'est Booking, quand ils sont créés, eux, c'était en 1995-96, c'était une boîte aussi petite que la vôtre et la nôtre. Hein, donc ils sont devenus des champions mondiaux, mais je veux dire, au départ, ils sont partis avec un hôtel comme tout le monde, et puis ça finit par grossir. Donc quand les OTA se sont déployés, ils sont venus chez les hôteliers, puisque ce sont les hôteliers les premiers qui se sont fait un peu allumer. Ils sont venus voir les hôteliers en leur disant écoutez, vous savez, vous avez un taux de remplissage de 62% de vos hôtels, un taux d'occupation de 62%, c'est statistique. Nous, on est des gentils, on démarre sur Internet, le digital, vous n'y croyez pas trop, mais nous, on vous propose de vous remplir une part des 38% d'occupation restante. Et cette part-là, on va vous prendre 8,5% de commission. À l'époque, c'était 8,5%, ça fait rêver. Et ces 8,5%, vu qu'on vous les prend sur 38% des réservations que de toute façon, vous ne feriez pas, c'est des réservations nouvelles qu'on va vous apporter. Finalement, ça ne vous coûte rien. On ne fait que vous générer du revenu en plus pour un coût qui est relativement bas, puisque de toute façon, c'est des réservations ou les clients que vous n'auriez pas eu. Sur ce discours-là, des wagons entiers d'hôteliers qui, en plus, se frottaient les mains de se dire nous, finalement, ça nous évite d'investir dans du site Internet, de nous prendre la tête sur Internet, et puis les gens continueront de nous téléphoner, les gens continueront de remplir des formulaires. Les hôteliers, parce que ce sont les premiers qui ont été démarchés par les OTA, les hôteliers se sont jetés entre les bras des OTA, et donc ont ouvert les vannes avec du stock, de l'inventaire, et si on refait l'histoire 15 ans plus tard, on est en 2020, le taux d'occupation des hôtels français, il est toujours de 62%. C'est pour ça que là, la slide, il y a le taux qui ne change pas. Et ce qui devait être rempli en plus par les OTA, en réalité ne l'a pas été, puisque le taux d'occupation n'a pas bougé, mais est simplement venu grignoter sur le revenu que font les hôteliers avec une moyenne de 20% de commission. Donc, si les OTA sont arrivés aujourd'hui dans cette situation où pour certains ils détestaient en disant mais ils nous ont pompé la moelle, en réalité non. Ils sont arrivés sur un discours alors qu'ils pensaient certainement sincère au départ, mais ils avaient parfaitement bien compris aussi que les pionniers de la distribution en ligne qui étaient les hôteliers, puis après derrière sont arrivés les maisons d'hôtes, puis les locations de vacances, les campings. Alors les campings font un peu de résistance, mais pas pour longtemps. En réalité, ils se sont rendus compte que les opérateurs, les producteurs de tourisme eux-mêmes, ne faisaient pas le job en matière de distribution digitale, n'investissaient pas dans des sites internet, dans des moteurs de réservation, etc. Et donc, progressivement, les OTA ont grignoté la part de marché
que les producteurs de tourisme auraient dû faire eux-mêmes par leur propre dispositif. Donc ça, c'est la réalité, c'est pourquoi on en est là. En réalité, si le scénario vendu par les OTA à l'époque s'était avéré, s'était réalisé, personne ne souffrirait des OTA ou ne se plaindrait des OTA. Mais il faut quand même rendre justice à l'histoire. Si les OTA aujourd'hui pèsent aussi lourd sur les comptes d'exploitation de certains professionnels du tourisme, une majorité professionnelle, c'est parce qu'au départ, on leur a laissé la place sur un environnement qui était la distribution digitale à laquelle, et on va le voir que c'est encore d'actualité, peu de professionnels du tourisme croyaient à l'époque. Donc, j'insiste sur ce point. Alors, est-ce que les OTA sont des méchants? Ben, les OTA, si on reprend l'histoire de Pinocchio, souvenez-vous, ben, ils viennent voir les petits-enfants, ils viennent voir Pinocchio, ils leur disent « Venez sur l'île des plaisirs, hein, vous voyez, l'île des plaisirs, elle est là, c'était le fameux dessin animé de Disney, venez, c'est sympa, on va vous apporter des clients, des étrangers, ça va être formidable. » Et puis, ben, ils sont un peu, évidemment, on peut se dire, le discours a été tronqué, mais en réalité, ben, Pinocchio, il est parti tout content sur l'île des plaisirs, et puis avec tous ses copains, il en est reparti comme ça. C'est un peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le professionnel du tourisme qui est parti sans trop se poser de questions, qui a vu là la bonne affaire en se disant j'ai pas grand chose à faire, c'est pas compliqué, j'ai qu'à remplir du planning, j'ai qu'à mettre du tarif et puis basta. Et aujourd'hui, évidemment, quand on ressort de l'île des plaisirs, on se rend compte qu'on s'est un petit peu fait bananer. Là encore une fois, et il faut rendre justice aux OTA, quand on est un producteur de tourisme qui reste dans la tranche des 0 à 30% de réservations qui proviennent des OTA, on est dans la fenêtre de réservation, on est dans un volume d'affaires qui est absolument et normalement supportable par n'importe laquelle de vos entreprises. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous dépassez les 30% de réservations qui proviennent des OTA. Alors, je ne parle même pas de ceux qui dépassent les 45%, où là, on est typiquement dans une situation de péril économique, de dépendance économique, dépendance commerciale. Très, très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des réservations. Alors évidemment, les OTA perdent beaucoup de réservations. On est dans un contexte extrêmement dur, mais ceux qui ne dépendent que des OTA vont avoir beaucoup plus de mal à redécoller après la crise que ceux qui avaient organisé des circuits alternatifs de distribution. Et je vais y revenir. Donc là, pour terminer de filer la comparaison ou la référence italienne, les OTA, c'est comme le Nutella, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Donc vous pouvez en prendre tous les jours un petit peu, mais il ne faut pas manger que ça, il ne faut surtout pas vous nourrir que de ça, parce qu'au bout d'un moment, on finit avec de gros problèmes, de sérieux problèmes de santé. Donc, souvent, la question qu'on nous pose, ou qu'on me pose en conférence, on me dit, mais c'est quoi la juste proportion de collaboration avec les OTA? La juste proportion, c'est 30%. C'est un peu comme l'indice de masse corporelle après les fêtes. Voilà, on sait qu'on a un peu forcé sur l'indice de masse corporelle. Avec les OTA, c'est pareil. Il faut rester dans une proportion de 30%. Et ça suppose de faire un travail quotidien sur vos règles de distribution digitale, sur votre distribution auprès des clients. Ça, c'est un travail quotidien. Vous allez me dire, on a tellement de choses depuis qu'on suit ces webinaires ou qu'on assiste à des conférences à faire quotidiennement, les réseaux sociaux, entretenir le site Internet, filer sur Instagram, etc. etc. Oui, mais là, c'est ce qui fait vivre votre entreprise, c'est ce qui remplit votre caisse, c'est ce qui vide ou au contraire remplit votre trésorerie. Donc, il faut être très vigilant sur ce sujet. Les OTA en 2020, ça représente plus de 50% des réservations en ligne à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et c'est un score, une proportion qui ne va pas atteindre 100%, parce que selon les spécialistes du secteur, le plafond de verre est à 75%, ce qui est déjà énorme. Ça, c'est pour ce que l'on appelle les réservations en ligne. Dans ces réservations en ligne, la plupart des réservations, près de 50%, sinon plus aujourd'hui, proviennent des OTA, et en Europe, la plupart des réservations qui proviennent des OTA proviennent de Booking. Donc, quand les gens parlent OTA, ils raisonnent sur Booking, évidemment. Alors, on ne focalise pas sur Booking en disant qu'ils sont plus méchants qu'Expedia ou qu'Airbnb. C'est parce qu'en Europe, Booking pèse historiquement plus fort qu'Expedia et qu'Airbnb. À l'inverse, en Amérique du Nord, c'est Expedia qui pèse beaucoup plus fort que Booking. Et en Asie, c'est Agoda qui appartient à Booking, donc, qui est un partenaire, enfin, une filiation de Booking. Donc, chaque continent, on va dire, ou chaque zone de marché mondial a son OTA de référence. Et donc, c'est logique qu'en Europe, quand on parle OTA, le premier nom qui vienne comme ça à l'esprit soit Booking. L'émergence des OTA fait qu'aujourd'hui,
d'après Focusrite et un certain nombre d'observateurs, ça représente 23% des ventes globales d'un professionnel du tourisme, pas des ventes en ligne, des ventes globales. Tiens, ce qui se fait en ligne, ce qui se fait hors ligne. Ça, c'est des taux très importants qu'il faut garder en mémoire. C'est 12% aujourd'hui des charges moyennes d'un hôtel, les coûts de commission des OTA, c'est-à-dire c'est devenu le deuxième poste de charge d'un professionnel du tourisme, après le personnel, mais c'est surtout le poste de charge qui connaît la croissance annuelle la plus importante avant les frais de personnel. Donc, on voit bien qu'il y a une inflation sur les taux de commission, les coûts des commissions, qui ne sont pas liés simplement au fait que les OTA vous allument en commission, c'est lié au fait que vous avez, comme beaucoup de professionnels, un niveau de dépendance aux OTA qui est de plus en plus fort parce que il faut quand même, on va le voir, il y a des choses simples à faire et qui ne sont toujours pas faites par la plupart des professionnels. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour jeter la pierre aux OTA, on est là pour savoir comment avoir moins de dépendance à l'égard des OTA. Alors, est-ce qu'il faut ou pas travailler les OTA? On s'est succédé depuis lundi dernier dans plusieurs webinaires, Olivier Daouir, c'est tout un tas d'autres. Oui, il faut travailler avec les OTA. Bien sûr qu'il faut travailler avec les OTA. Et pourquoi il faut travailler avec eux? Je vais vous le décliner. La première, c'est que ces acteurs sont incontournables, totalement incontournables, dans ce que l'on appelle le parcours du voyageur. Le parcours du voyageur, il se fait aujourd'hui exclusivement sur Internet. Exclusivement sur Internet. Quasiment exclusivement. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais ils passent certains par les guides. Oui, bien sûr, il y a les guides, il y a les offices, il y a tout ça, mais tout ça se passe par Internet. Et dès lors que ça passe sur Internet et que ça passe par Google, on va le voir, pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à votre établissement, l'internaute, il va avoir un certain nombre de barrières, alors pas des gestes barrières, mais il va avoir des phases, des cycles, où il va de toute façon en premier lieu rencontrer les OTA. Ce que vous voyez en tout petit sur cet écran, c'est le lit de la chambre de votre hôtel ou votre maison d'hôte ou votre camping, votre chalet. Et ça, c'est le parcours que doit emprunter l'internaute pour arriver jusqu'à vous. Vous savez, c'est un petit peu comme ces jeux qu'on avait tout petit avec une bille qu'il fallait mettre au centre. Il fallait passer par un certain nombre de labyrinthes. C'était toujours très compliqué. Le parcours de l'internaute pour venir directement chez vous, il a cette complexité sur Internet. D'abord, le premier barrage qu'il va franchir, c'est celui de Google. Premier, on va le voir sous une autre forme, ce schéma, mais toutes les études le démontrent depuis 2009, en moyenne, 90% des gens qui vont commencer à chercher un hébergement dans n'importe quelle destination vont passer par Google. Ils vont taper un mot-clé, chambre d'hôte Dordogne, gîte Bretagne, hôtel Savoie, Strasbourg, etc., etc. Donc, le réflexe, c'est de passer par Google. Sur Google, vous le savez comme moi, les premiers liens sont des liens achetés, sont des liens publicitaires. Ces liens publicitaires, aujourd'hui, ils sont trustés en priorité par Booking et par Expedia, pas par Airbnb qui n'achète pas de pub, mais il y a du Expedia, il y a du TripAdvisor qui a du référencement naturel. Donc, les premiers résultats qui apparaissent sont ceux des OTA. Et comme nous sommes des internautes tous feignants en grande partie, beaucoup de gens cliquent sur les premiers résultats, vont sur les résultats qui leur semblent à peu près logiques et naturellement logiques proposés par les OTA. Et donc, dans 89% des cas, ils vont d'abord sur le site de l'OTA. Et une fois qu'ils ont visité plusieurs sites, on va voir sur un autre schéma comment ils procèdent. Il y en a quelques-uns qui finissent par trouver une brèche qu'on voit ici. Cette brèche, elle permet d'arriver directement à votre site. Alors, cette brèche, elle est composée de soit parce que vous allez leur envoyer des emailing, soit parce qu'on va vous repérer dans les guides de tourisme, les guides de voyage, il y en a de moins en moins dans les rayons de librairie, mais ça continue de fonctionner parce qu'il y a une part de clientèle qui s'intéresse toujours à ce que dit un guide plutôt qu'à ce que dit quelqu'un sur une revue. Il y a aujourd'hui 12% en moyenne des gens qui continuent, même s'ils vont sur Internet, de consulter des guides de référence. Ensuite, ils vont sur votre site Internet et après, ils vont aussi passer, pour certains, par les sites de vos offices de tourisme, de vos comités de tourisme ou des réseaux auxquels vous appartenez, même si ça reste une part congrue. Par exemple, on sait que les sites, les marques des hôtels ou les labels de qualité qu'on connaît tous en France ou en Europe, sur Google, sont recherchés par moins de 8% des internautes. Donc, on voit bien que la brèche, elle est courte, elle est très réduite, mais elle permet de faire entrer du monde.
Donc, les OTA sont incontournables. Ça passe si on veut être visible. Soit on veut recevoir des réservations en disant « moi, je ne passe pas par les OTA, mais il faut que je croise les doigts pour que la totalité des internautes passe par là », c'est-à-dire échappe à toute logique de navigation classique qui a été identifiée par Google et par les instituts d'études. Soit, effectivement, il faut que je sois présent sur Google, il faut que je sois présent sur les OTA, au moins pour me rendre visible. Donc ça, c'est la première des conditions. La deuxième étude, c'est une étude qui est faite par Google, qui est récente et qui a été faite aussi par McKinsey et qui a étudié ce que je viens de vous dire sous une autre forme. C'est mis en forme différemment, c'est de dire, voilà, il y a à peu près 75 moments pendant à peu près 58 jours entre le début de la recherche, qui commence toujours par les moteurs de recherche de type Google, et le moment où la personne, ici, vous voyez, finit par réserver. Et donc, il va y avoir à peu près 75 interactions. Ça, c'est pour les chiffres français. Je vous parlerai des chiffres américains, vous allez sauter au plafond. Il y a 75 interactions où l'internaute, il va aller sur un site d'OTA, il va aller sur un site de comparateur de prix, il va aller sur un site d'office de tourisme, et puis il va aller sur le site de l'hébergeur. Et il va passer comme ça, il va alterner entre son ordinateur portable, son mobile ou sa tablette, et au final, il va réserver. Alors, il peut réserver ici ou il peut réserver là, et demain, il va pouvoir réserver sur le site de Google, puisque Google se lance à la réservation instantanée aussi. Alors, ils viennent, ils font, ils repartent, mais ils finiront par y aller. Définitivement, peut-être que cette crise va accélérer ce genre de processus. Donc, ça veut dire que si vous n'avez que votre site, ou si vous ne comptez que sur votre site, à condition qu'il soit très très bien fait, qu'il y ait un moteur de réservation, on y reviendra derrière, ben finalement, vous loupez quasiment la moitié des interactions. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 38 visites que l'internaute va faire ailleurs, qu'il ne fera pas ou il ne vous verra pas. Et ça, c'est très important parce qu'en France, on parle de 75 interactions avant la réservation, mais aux États-Unis, ce sont 350 interactions. C'est-à-dire que le voyageur, il va visiter en moyenne 350 sites différents avant de faire son choix final et de réserver. Donc, si vous êtes présent que chez vous, ou que c'est-à-dire sur votre propre site, que sur le site de votre réseau, votre label, et pas sur les OTA, ben en fait, vous êtes invisible. Donc, être présent sur les OTA, c'est au moins vous donner une chance de visibilité supplémentaire, et notamment une visibilité sur Google, parce que ce sont les OTA qui trustent les positions sur Google. Alors, ce que je vous dis là, je ne suis pas, moi, un agent des OTA ou je ne suis pas, je suis pas une âme damnée des OTA. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres analysés à la fois par Google, par la Cornell University, qui est une référence mondiale en matière de e-distribution, par les gens de chez McKinsey. Voilà. Donc, ces études-là, aujourd'hui, permettent sur des milliards et des milliards et des milliards de requêtes et d'interactions faites sur les différents portails de connaître le parcours du voyageur. Donc, soit vous êtes que là, et puis vous loupez la moitié des gens, soit vous êtes sur la totalité du spectre, et donc effectivement, il y a un moment où dans sa recherche, l'internaute va tomber sur vous et va finir par venir sur votre site internet, et on va voir dans quelles conditions vous pouvez le convertir. La raison numéro 2 pour laquelle les gens vont sur les OTA, c'est que les OTA, ils savent faire le job. C'est-à-dire qu'en 2005, quand ils sont allés voir les hôteliers, ils proposaient aux hôteliers de recevoir des réservations. Alors à l'époque, ils n'avaient pas des moteurs de réservation super élaborés sur les OTA, mais ils étaient capables de confirmer, ils envoyaient des fax à l'hôtel et ils étaient capables de faire le job. Et aujourd'hui, ce job, ils continuent de le faire, alors que les technologies sont à la portée de beaucoup de producteurs du tourisme. Ils continuent à le faire mieux que les producteurs du tourisme eux-mêmes. Et c'est pour ça que les consommateurs y vont. Pourquoi ils y vont? Un, ça répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va voir que ce n'est pas le cas chez tous les producteurs du tourisme. Deux, ils répondent en temps réel. Je veux une chambre sur Booking ou sur Expedia. On me répond de suite qu'elle est disponible. On me donne le prix. Et si je réserve, je reçois la confirmation de suite. Je n'ai pas quelqu'un à téléphoner, un formulaire à remplir dans une langue que je ne maîtrise pas, avec quelqu'un qui ne me répondra que sous 24 ou 48 heures quand il y aura envie. 3, depuis le début, les OTA sécurisent ma réservation et notamment mes données carte bancaire, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains sites de producteurs de tourisme qui vous disent toujours « appelez-moi, donnez-moi votre numéro de carte bancaire pour que je prenne une autorisation ». C'est du grand n'importe quoi, ça ne se fait plus. 4, les OTA parlent plusieurs langues. Ils parlent sur tous les différents marchés. Ce n'est pas ce qu'on vous demande,
Mais aujourd'hui, et notamment quand on utilise des solutions comme la nôtre, on est capable d'avoir un moteur de réservation qui réponde en au moins 8 langues, les 8 langues les plus utilisées sur la planète et en Europe. Et enfin, dernier élément, les gens vont sur les OTA parce que les OTA ont des moteurs de réservation qui sont compatibles sans aucune espèce de doute sur les téléphones mobiles. Et pourquoi la compatibilité téléphone mobile est essentielle? Parce que 60% des réservations se font par téléphone mobile, c'est-à-dire sur des moteurs de réservation au format du téléphone mobile. C'est-à-dire que si votre moteur de réservation n'est pas compatible avec le téléphone mobile, vous perdez 60% de clientèle. Voilà. Donc ça, c'est les conditions. Vous dites, bah, il y a 5 ans, il y a 10 ans, avoir un moteur de réservation qui réagisse 24/7 en temps réel, avec un système de paiement sécurisé, qui soit multilingue et qui soit compatible en mobile, ce n'était pas à ma portée, ou ça coûtait extrêmement cher, je n'avais pas les moyens de le payer. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette excuse. Donc, ça, c'est ce qui fait d'abord que les gens sont allés sur les OTA. Et on va voir ce qui fait qu'ils y restent ou pourquoi vous n'arrivez pas encore à les détourner chez vous. Pourquoi les clients préfèrent les OTA? C'est une étude qui a été faite par Google. La première, c'est plus facile. Voilà. Quand on va sur un site d'un OTA versus le site d'un hébergeur ou versus le site d'un office de tourisme, on trouve de suite ce qu'on veut et on réserve en 2 clics. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça peut vous sembler évident ou surprenant. Le nombre de prestataires touristiques qui mettent le moteur de réservation caché au fond de la page, sur une autre page, comme si c'était un péché, c'est monumental. Si vous allez sur Booking, le moteur de réservation, il est ouvert sur toutes les pages, à tous les niveaux. On parle d'argent à tous les niveaux, on donne l'information au client. Enfin, comme je le disais hier, Booking, ils ne sont pas là pour beurrer les tartines. Ils sont là pour faire du business. Quand on va sur le site de certains hôteliers ou certaines maisons d'hôtes, on a l'impression qu'on parle de tout, sauf de l'essentiel, c'est ça coûte combien de venir chez vous? Est-ce que c'est disponible à la date qui m'intéresse? Est-ce que vous me garantissez de pouvoir réserver dans des conditions dignes de n'importe quel commerçant en ligne? Et ça, il va falloir aussi très vite réagir en disant, ben, si déjà je veux que les gens réservent chez moi, il faut que la réservation soit facile. Il faut qu'on trouve facilement le moteur de réservation, il faut qu'il soit présent partout et il faut que la réservation soit facile à faire. Deuxième raison, c'est plus rapide pour réserver. Bien sûr que quand les gens, comme je vous l'explique à travers les statistiques précédentes, ils prennent du temps pour préparer leur voyage. Ils cherchent, ils comparent les prix, ils lisent les avis, ils regardent les photos. Mais quand leur choix est fait, la réservation doit être extrêmement rapide. L'acte d'achat, quand on va sur Amazon, ça se fait en 2 clics. Voilà, l'acte d'achat doit être rapide. Je vois le prix, ça m'intéresse, je le mets dans le panier, je remplis mes coordonnées, je mets ma carte bancaire, je reçois ma confirmation. Voilà. Si c'est appelez-nous, envoyez-nous un formulaire, oui, mais attention, on va partir sur un autre système de paiement, etc., etc., vous allez perdre les gens. Une indication, le taux de conversion de gens qui sont sur Booking, c'est-à-dire combien de visiteurs sont sur Booking à l'instant où je vous parle et combien sont en train de réserver. Le taux de conversion, c'est ça, c'est 3% sur Booking, qui sont les champions du monde. 3%. Et alors qu'au pixel près, leur site est organisé et structuré pour convertir le maximum de voyageurs en acheteurs. Alors vous imaginez, quand on vient sur votre site, si c'est un site cucul-praline, s'il n'y a pas de moteur de réservation comme il faut, si vous n'incitez pas les gens à faire du business chez vous rapidement, bah, évidemment, votre taux de conversion, il va s'effondrer. À titre d'exemple, le taux de conversion d'Amazon, c'est 10%. Donc ne croyez pas que quand vous faites arriver 30 personnes sur votre site, hein, il y en a 20 qui réservent. Hein. Vous avez des taux de conversion beaucoup plus bas que les champions du monde de la réservation en ligne, parce qu'il y a tout un tas de freins qui font que la conversion se dégrade si vous ne faites pas comme font les grands vendeurs. Les OTA proposent des promos. Alors, il y a effectivement sur Booking les Genius, les 10% à moins, mais ça, c'est vous qui les concédez, de toute façon. Et il y a des conditions de réservation qui sont beaucoup plus souples, payer maintenant ou réserver maintenant, payer à l'arrivée. Et puis, pour beaucoup d'acheteurs, c'est devenu une habitude parce que je vais sur Booking, je tape un nom, je trouve une offre, j'ai les tarifs, voilà, c'est rapide, c'est simple. Donc ça, ce sont des leçons qu'il faut intégrer pour vous en tant que producteur d'offres touristiques et de premier vendeur de votre offre, hein, et ensuite aussi quand on est un office de tourisme, un comité ou un réseau touristique. Et évidemment, le dernier point, c'est la confiance. C'est très important. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font plus confiance à Booking qu'à vous,
mais ça veut dire que l'environnement commercial qui est proposé par Booking, par Expedia sur son site, la sécurisation, les processus d'annulation, rassure beaucoup plus que sur le site d'un producteur. Donc, on a insisté ces jours précédents sur, notamment dans le contexte actuel, rassurez-les sur vos conditions d'annulation, rassurez-les sur les conditions sanitaires, rassurez-les sur votre souplesse, votre agilité commerciale. C'est essentiel parce que théoriquement, c'est vous qui devriez offrir la plus grande confiance aux consommateurs. Alors, quand on parle des OTA, il faut quand même avoir une idée en tête de qui pèse quoi. Voilà, aujourd'hui, il y a 3 acteurs dans le monde qui sont les top 3, les grands fauves de la savane. C'est Expedia, c'est Booking et c'est Ctrip. Ctrip, c'est le premier vendeur de voyages en Chine. Il y a un 4e acteur qui n'est pas présent ici, mais qui est très gros, tout simplement parce qu'il ne publie pas ses chiffres puisqu'il n'est pas coté encore en bourse, et ça va être encore repoussé cette année probablement, c'est Airbnb, mais qui est quand même le 4e acteur de référence en termes de volume d'affaires. En clair, si vous n'êtes pas sur un de ces 4, déjà, il y a un problème. Alors, Ctrip, on va oublier pour l'instant, parce qu'on n'est pas prêt de revoir des Chinois en France pour l'instant, enfin en tout cas en tant que voyageur. Mais Expedia, Booking et Airbnb, selon votre typologie de marché, c'est incontournable. Ensuite, on va en parler, il y a aussi des réseaux alternatifs. Il y a des gens, on parlait de France Voyage, on parlait de Abracadabraum qui est devenu Unixstay, il y a des gens qui sont spécialisés dans le camping. Il y a des portails sur des marchés locaux, des marchés européens, qui sont des portails entre guillemets de niche, mais qui font bien le job, qui ont des bons taux de conversion auxquels il faut faire confiance. Mais en tout cas, quand on raisonne en termes d'OTA pur et dur, les gens qui pèsent des 200, des 300, des milliards par trimestre, ce sont des gens comme Booking, Expedia et Airbnb. Et ce système ne va pas s'arrêter. Ils sont en train de connaître une croissance moyenne de 7% par an. Donc 2021, 2022, 2023, ils auront fini de piller le match. Et vous voyez que derrière, les acteurs qui font de la distribution, qu'on identifie comme étant des OTA, sont très très loin derrière en termes de volume d'affaires. Donc, comme on dit dans les terres de rugby, et c'est le cas d'un pays catalan, le match, il est plié par ces 4 acteurs. Mais il y a d'autres acteurs qui vont arriver sur le match, qui se profilent. Il y a évidemment Amazon. Alors, il y a une étude vachement intéressante qui a été menée ces jours-ci auprès des gens qui commandaient beaucoup sur Amazon des produits de première nécessité. Et aujourd'hui, cette étude elle démontre que plus de 60% des gens qui commandent sur Amazon feraient confiance à Amazon pour réserver leur prochain séjour de voyage parce que c'est devenu aujourd'hui une marque dans laquelle ils ont confiance et donc ils s'étonnent qu'Amazon ne vende pas encore de voyage. On y reviendra. Bien sûr, Google est un acteur déjà dominant, mais a des velléités de devenir lui-même un distributeur à travers la réservation instantanée. Donc, on va se retrouver dans ce marché avec des acteurs qui sont des acteurs dominants avec lesquels il faudra compter. Et à côté de ça, il y a vous, les producteurs du tourisme, et il y a 70% d'entre vous qui n'êtes pas du tout équipés, voilà, et qui provoquez ce genre de réaction chez le consommateur, qui n'êtes pas du tout équipés pour faire de la réservation en ligne. Alors, quand je dis pas du tout équipé, il y en a certains chez soi qui vont dire « Ah oui, mais moi j'ai un moteur de réservation. » Oui, mais vous avez un moteur, mais il n'est peut-être pas responsive, il n'est peut-être pas sécurisé. « Ah, mais moi j'ai un site internet, il n'est peut-être pas responsive, il n'est peut-être pas multilingue. » Quand on dit 70%, c'est vraiment que vous ne cochez aucune, vous ne cochez pas toutes les cases qui font que si un client vient chez vous, à coup sûr, il va finir par réserver chez vous. Et quand on regarde ceux qui ont vraiment un équipement de base, on va dire, pour faire de la réservation, c'est-à-dire un site à peu près correct et un moteur de réservation à peu près correct, on tombe à 40%. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Donc, ne croyez pas qu'aujourd'hui, vous avez fait le job de votre côté. Question de technologie, vous devez, et c'est encore plus vrai avec cette période de crise et post-crise où les gens vont réserver uniquement par le digital, vous devez courir très vite et vous équiper comme les grands et avoir tout ce qu'il faut pour faire du business. Sinon, vous allez continuer de provoquer ce genre de réaction chez les clients, ce que je ne vous souhaite pas, on part du mauvais point. Donc là, on a des… Alors, je prenais cette référence de Retour vers le futur parce qu'il y a… En 2020, vous allez me dire, ça n'existe pas. Ben oui, il y a des gens qui sont encore dans l'époque Retour vers le futur. Ça, c'est de ce matin. La capture d'écran d'un camping qui propose des gîtes aussi, qui vous propose de remplir sur votre nom, votre prénom. Il faudrait, je pense aussi, pourquoi pas le faire sous format d'autorisation dérogatoire de prendre des vacances, parce qu'au moins on a l'habitude de le remplir. À la limite, ça peut avoir de l'intérêt, mais ça existe encore en 2020. Vous voyez ce genre de truc, ça c'est n'importe quoi. C'est l'anti-commerce absolu. Voilà, il faut savoir que le formulaire
de contact pour la réservation, avant la crise, c'était déjà que 4% des réservations en ligne, c'est-à-dire 2% des réservations. Si vous ne mettez pas un moteur de réservation, vous passez complètement à côté du marché. Donc ce genre de truc, c'est motivé peut-être par plein de raisons, mais c'est bidon. Si vous voulez reprendre, il faut se battre. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui des gens, comme les agriculteurs, qui étaient de loin les moins digitalisés. Là où est la famille Grave, à Vambrechy dans le Nord, ben, elle fait 200 livraisons à domicile tous les jours. Et ils se sont, du jour au lendemain, ils ont muté. Et comme eux, beaucoup d'agriculteurs. Et comme beaucoup de consommateurs dans ces temps de confinement, on voit qu'il y a des gens qui doivent se lever le matin, qui doivent cueillir les tomates, les carottes, les mettre dans des caisses, prendre la voiture et les livrer à des prix corrects. Et les professionnels du tourisme qui vendent de l'immatériel seraient pas capables de proposer de la réservation en ligne. Il y a quand même un fossé qui est en train de se creuser, où là, il n'y aura pas d'excuse pour dire « Ah ben non, moi, vous savez, téléphonez-moi, envoyez-moi la carte bancaire, envoyez-moi le chèque, moi, je veux avoir les gens au téléphone. » C'est fini, ça. C'est terminé. Donc, si vous voulez moins dépendre des OTA, commencez, vous, par faire le b.a.-ba, par vendre chez vous comme il faut, comme le fait n'importe qui, comme n'importe qui s'organise. Donc, prenez exemple sur le monde agricole pour ceux qui ont encore des doutes sur de « ouais, je peux y aller ou pas y aller, ou les gens ne sont pas prêts, ou moi, je ne suis pas prêt, ou ça va être long, ou ça coûte cher. » Non, voilà. Quand on est dans des situations de ce type-là, les gens peuvent être réactifs, les technologies existent, ça ne coûte pas cher, c'est très facile à utiliser. Donc, je plaide un peu pour ma chapelle, mais je vous le dis, franchement, il faut y aller. La raison numéro 3, c'est que les OTA vous apportent une visibilité qui va vous profiter en direct. Vous allez me dire, c'est pas possible. Oui, bien sûr que c'est possible, et c'est ce que l'on prêche sur la base des études faites par Google et par la Cornell University depuis 2009. Alors, ceux qui m'ont vu en conférence, je ressors ça parce que chaque année, ces études-là sont confirmées. Le constat qui est fait, premièrement, en situation normale, la recherche de séjour, elle commence 45 jours avant la date d'arrivée des gens en moyenne. Alors, il y en a qui commencent plus tard, 90, plus tôt, 90 jours, d'autres qui vont commencer plus tard. La moyenne, c'est 45 jours. Dans 90% des cas, ça commence sur Google, on tape maison d'hôte, camping, séjour, week-end, plus le nom de la destination avec plus ou moins de précision. Automatiquement, les gens vont voir des annonces de Booking, d'Expedia, et donc ils vont aller à 80% sur les sites des OTA. Ça a un intérêt pour eux, c'est que le site de l'OTA va leur remonter de l'offre de suite, va leur indiquer des tarifs, va leur donner une idée de la pression qui s'exerce. Vous savez, la fameuse tendance que vous donne Booking en disant attention, forte demande sur cette destination à cette date-là. Et on a une idée des tarifs. Donc, ça reste un indicateur intéressant, mais le consommateur, il est comme vous et moi, il ne se satisfait pas de ce qu'il va voir là, il va chercher ailleurs s'il peut trouver plus d'informations. Et donc là, les gens vont visiter entre 38 et 75 sites, ce dont je parlais tout à l'heure. Il va aller sur des comparateurs, il va aller sur TripAdvisor, il va aller lire des avis, il va aller sur les sites des offices de tourisme, il va aller sur les sites des guides de voyage, et il va faire sa petite sélection. Il va commencer par éliminer progressivement les endroits sur lesquels il a considéré qu'il ne fallait pas qu'il aille parce qu'il a vu des mauvais avis, parce qu'il voit que les tarifs sont un peu trop élevés, peut-être qu'il reviendra plus tard. Et donc, il va chercher, il va éliminer. Et puis, votre maison d'hôte, votre hôtel, votre camping va figurer dans sa shortlist, on va dire. Il va dire, ah, tiens, moi, je peux partir dans les Landes ou je veux partir en Charente et j'aimerais bien aller dans une de ces 4 adresses. Voilà, ça m'intéresse. Et donc, dans ce cas-là, dans 63% des cas, quand on vous a repéré sur un gros portail, l'internaute va revenir sur Google et va voir si votre établissement a un site Internet. Et là, dans 63% des cas, ceux qui vous ont vu sur Booking, qui vous ont vu sur Expedia, qui vous ont vu sur TripAdvisor, et que vous intéressez, vont revenir sur Google et vont voir si vous avez un site Internet. Et si vous avez un site Internet, ils vont visiter votre site Internet. Alors, il ne faut pas que votre site Internet, ça soit du Minitel en couleur. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette espèce de truc préhistorique avec des photos dans tous les sens, avec un formulaire de contact, aucune sécurisation, pas responsive, pas multilingue. Là, vous n'avez pas d'excuse. Parce que là, dans ces cas-là, je peux vous certifier que dans 90% des cas, les gens repartent en sens inverse ou ils vont chez vos concurrents. Donc, si vous avez un site, qu'est-ce qu'ils s'attendent à y voir dessus? Ils s'attendent à y voir plus de photos. Ça veut dire, on verra tout à l'heure par rapport aux OTA, gardez toujours le plus de photos pour votre propre site. Vous pouvez être visible sur les OTA, mais de grâce, ne filez pas toutes les photos. Gardez un maximum de photos chez vous.
qui sont exclusives à votre site. Des photos, des vidéos, ça c'est essentiel pour attirer l'œil de celui qui va venir sur votre site. Ils s'attendent aussi, pour 47% d'entre eux, à trouver sur votre site plus d'offres. Ça veut dire que quand je suis sur un OTA, je vais être vendu sur un prix standard, un prix sec, la chambre, point barre. Sur votre site, je dois pouvoir trouver la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension, la pension complète, la chambre et un soin de massage, la chambre et la location de vélo, que sais-je. Il faut que vous gardiez sur votre site une véritable richesse d'offres. C'est vous les commerçants, c'est vous les producteurs, et donc il est normal qu'on trouve chez vous plus d'offres que chez les gros distributeurs. Prenez toujours le parallèle avec les agriculteurs en ce moment. Il y a plein de produits frais chez eux que vous ne trouvez pas chez Carrefour ou chez Super U ou ailleurs. Voilà, parce que les producteurs, ils ont plus de production chez eux et c'est normal, ça ne choque pas les gens de trouver plus de produits chez eux. Et puis, on s'attend à avoir plus de prix. Ça ne veut pas dire plus de prix moins cher sur votre site. On veut trouver sur votre site des offres tarifaires plus attractives, avec un bonus. C'est ce qu'on dit depuis 15 jours. Ce qui va faire que vous allez redécoller, ce n'est pas de casser les prix, c'est de rajouter de la valeur à vos offres. Donc ça, c'est ce que cherche l'internaute. S'il a ça, si dès la première page de votre site, vous avez fait ce job et que l'œil du visiteur, l'œil de l'acheteur reconnaît ce job-là, alors bien sûr, il faut mettre des belles photos, il faut mettre des vidéos, on en parlera dans un prochain webinaire, mais il faut surtout de suite avoir un moteur de réservation, une indication tarifaire. S'il y a de la promotion, indiquer qu'il y a de la promotion. Voilà, ça, c'est déterminant. La première page de votre site, elle est déterminante là-dessus. Et si c'est bien fait, si vous offrez un moteur de réservation qui répond en temps réel, qui sécurise la réservation et la carte bancaire et les données du client, et qui est aussi compatible avec leur téléphone mobile, parce que souvent, ils font des recherches en téléphone mobile ou tablette, quand ils sont sur le lit, en couple, en disant « tiens, on va partir à tel endroit, tel endroit ». Dans 89% des cas, ils vont réserver chez vous. Dans 89% des cas. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien l'histoire. Maintenant, si vous n'avez fait aucun de ces efforts, dans 83% des cas, ils s'en vont, ils retournent sur Booking ou ils vont sur le site d'un de vos concurrents et ça n'est terminé pour vous. Voilà, vous avez exposé votre offre sur les gros portails, on vous a repéré, mais vous avez déçu le client qui est venu sur votre site et qui a trouvé que l'aspect de votre site, l'organisation de votre site, la façon dont on pouvait réserver chez vous n'était pas à la hauteur, n'était pas professionnel, ne les rassurez pas et donc ils sont partis. Les gens qui font correctement leur job, qui ont un site qui est fait pour vendre, pour obtenir de la réservation, qui est fait pour charmer les gens, pour séduire, pour informer, mais aussi pour faire du commerce, eh bien, à partir de là, les gens font 26% de réservations directes en plus. Là, c'est pareil, c'est l'étude à Cornell University, c'est ce qu'on appelle l'effet billboard. Affichez-vous sur les gros portails, obtenez de la visibilité, mais de grâce, faites le job sur votre propre site, faites-le comme il faut, faites du vrai commerce, et là, ça va générer chez vous 26% de réservations en plus. Si ça devait vous rassurer, Glenn Fogel, qui est le patron de Booking, lui, vous savez, dans ses conférences, il dit « Moi, mon concurrent, ce n'est pas Expedia. Moi, mon concurrent, ce n'est pas Airbnb. Mon concurrent, c'est le site de l'hôtel, c'est le site du camping, c'est le site de la maison d'hôte, c'est le site du gîte. C'est le site du producteur. Parce que je sais que le consommateur, il va voir ces gens-là sur booking.com et que dans la plupart des cas, pour au moins 27% d'entre eux, au moins 27%, ils iront réserver en direct. Donc, vous voyez, les OTA, ils ont besoin de vous parce qu'ils ont besoin d'inventaire. C'est essentiel pour eux. On va dans un supermarché parce qu'il y a beaucoup de produits dans les rayons, il y a beaucoup de références. Donc, les OTA ont besoin de vos offres. Ils ont besoin de vos offres, d'autant plus si vous êtes un professionnel du tourisme, parce qu'on va voir, et on en a reparlé ces jours-ci, les gens vont se précipiter chez les pros du tourisme, là où il y a des protocoles, il y a de la sécurité, il y a ce genre de choses. Et donc, ils savent aussi, ils acceptent l'idée que, le principe qu'ils vous exposent, ils vous donnent la visibilité et que dans un cas sur trois, quand vous intéressez un de leurs clients, ce client, si vous faites le job, il vient réserver chez vous. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en ultra-dépendance des OTA, c'est une première conclusion, c'est parce qu'ils le veulent bien, quoi. C'est un peu à la L'Oréal, quoi. C'est parce que je le veux bien ou je le vaux bien, parce qu'ils ne font pas d'efforts, parce qu'ils filent tout leur stock aux OTA et parce que leur site est nul à pleurer pour faire de la conversion. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Si vous êtes trop en dépendance des OTA, n'en voulez pas aux OTA, c'est à vous que vous devez en vouloir en premier.
Et aujourd'hui, quand vous voyez comme les agriculteurs sont en train de se démener et muter leur façon de distribuer leurs produits, alors qu'ils étaient sous la dépendance des grandes surfaces, et que certainement les consommateurs garderont des bons réflexes vis-à-vis des producteurs en circuit court, vous n'avez pas d'excuse, vous, pour devenir votre premier vendeur. Vous n'avez aucune excuse. Ça ne coûte pas cher, c'est facile et ça se met en place rapidement. Si vous ne le faites pas et si vous vous faites saigner par les OTA, vous ne devez vous en prendre qu'à vous et uniquement à vous. Donc, on va continuer sur ces belles paroles. Comment faut-il travailler les OTA? On a vu le pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être Fred, à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut… Alors, il y a des questions. Euh, Quand tu as passé sur l'ensemble du port allez, je vais y arriver, des OTA, des entrées, et en particulier par rapport au graphique que tu as montré sur les recherches Google et tout ça, une question du type quid de Gîtes de France, donc j'ai ajouté de labels dans le parcours de réservation. Alors, ces sites, Gîtes de France ou d'autres, d'autres labels, ou les sites des offices de tourisme, bien sûr qui font partie des portails, des sites dans lesquels les internautes vont circuler parmi les 75 sites ou 350 quand on est aux États-Unis, ou des fois il y a des internautes, même en France, qui en consultent plus que 75, bien sûr qui vont être regardés. L'étude qui est montrée aujourd'hui, les études de Google, montrent que les sites de marque dans l'hôtellerie ou dans le tourisme sont consultés, sont recherchés à moins de 8% par les internautes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des marques qui vont créer une première intention de recherche. Il y a des gens qui sont fidèles à ces marques, qui sont des marques fortes, et qui restent des marques fortes dans les pays. Ce n'est pas des marques connues à l'international. Et donc, certains internautes, par habitude, vont consulter, ou des fois même sont des marques qui vont devenir un peu des marques génériques. Mais ça représente que 8% des recherches. Aujourd'hui, l'essentiel des recherches va être fait d'abord sur une première intention sur je cherche une maison d'hôte ou je cherche un gîte, pas forcément un gîte de France, je cherche un gîte, je cherche une location, je cherche un hôtel à Hossegor, à Colmar, du côté de Charleville-Mézières. Voilà. C'est ça que les gens vont taper. Ils vont, pour moins de 8% d'entre eux, taper la marque. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas au détour de leur visite sur ces sites-là, mais ce n'est pas là que ça va commencer, ce n'est pas forcément là que ça va transformer en termes de réservation. Mais il faut y être. Pour ceux qui sont dans ces réseaux, c'est bien. Je ne connais pas leurs chiffres de trafic, enfin on les connaît plus ou moins. Évidemment, ça ne fait pas les trafics que font un Airbnb ou qu'un Booking. Pareil pour les offices de tourisme, mais notamment sur les offices de tourisme ou les comités du tourisme, ça reste des portails qui ont de la fréquentation, souvent de la fréquentation en toute dernière minute, en pleine saisonnalité, quand on regarde les courbes de trafic, et donc qui n'ont pas forcément des gros taux de conversion, mais qui peuvent avoir un taux de prescription, un niveau de prescription important. Donc la clé, de toute façon, c'est si vous appartenez à ces réseaux, que vous êtes publié par ces réseaux, de la visibilité en plus, ça ne fait pas de mal, mais il ne faut pas compter que sur ces réseaux non plus. Il faut pouvoir s'exposer sur un maximum de portails pour être vu. Vous savez, si vous prenez par exemple l'industrie du camping, ils se sont interdits jusqu'à présent d'être trop présents sur les OTA de type Booking. Il y a fort à parier que sur ce contexte de crise, ils vont devoir remettre en question très sérieusement leur religion par rapport aux OTA. C'est probable. Voilà, donc ça fait partie des choses qui évoluent, mais la clé, en tout cas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus vous pouvez être présent sur un maximum de sites, parce qu'il y a des gens qui vont être sensibles à aller sur les OTA, d'autres qui vont être sensibles à aller sur les chaînes, d'autres qui vont être sensibles sur les offices de tourisme, d'autres qui vont être sensibles à tout visiter, mieux vous porterez, parce que ça fera du trafic qui viendra sur votre portail. Mais la clé, c'est d'avoir votre site à vous. Si vous êtes un producteur de tourisme et que vous ne comptez que sur votre label, vous marchez sur une jambe. Voilà, une seule jambe. La réalité, c'est que quand on produit de l'offre touristique, on doit être son premier propre vendeur. Ça, c'est ça la clé. Alors, comment on travaille? On a vu le pourquoi des OTA, pourquoi il faut travailler avec les OTA, pourquoi ils sont importants, comment il faut travailler avec les OTA. Alors, la première des règles, c'est de rester maître de votre inventaire. Votre inventaire sont vos chambres, sont vos emplacements de camping, c'est les chambres de votre hôtel, sont vos chalets. Vous êtes producteur de cet inventaire-là. Vous ne devez pas donner 100% de votre inventaire aux OTA. Ne soyez pas en mode panique en disant je mets tout sur les OTA. Vous savez que les OTA doivent, notamment en Europe, respecter un certain nombre de contraintes réglementaires, notamment l'Union européenne a imposé aux OTA de corriger la manière dont ils affichaient
le fait qu'à un moment donné, vous n'étiez plus disponible chez eux. Donc, avant, on disait, il n'y a plus de disponibilité pour cet hôtel. Donc, les gens disaient, je ne vais pas réserver cet hôtel puisqu'il n'est plus disponible. Là, aujourd'hui, les OTA sont obligés de préciser, il n'y a plus de disponibilité pour cet hôtel sur notre site. Ça veut dire qu'implicitement, on peut en trouver sur le site du producteur. Donc, la première des règles, c'est que vous n'avez pas à donner la totalité de votre inventaire. Ne donnez pas tous les types de chambres, ou alors, si vous êtes un hôtel, que vous avez plusieurs types de chambres, donnez uniquement quelques exemplaires de chaque type de chambre. Si vous êtes une maison d'hôtes, vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité de vos 5 maisons d'hôtes. Voilà, donc ça, c'est la clé. C'est le premier point, parce qu'il faut que la dernière chambre disponible ou les dernières chambres disponibles soient toujours chez vous. Ceux qui ont assisté au webinaire avec Olivier sur le revenu management des maisons d'hôtes ont entendu Olivier dire nous, si on avait su, on aurait gardé des chambres en direct parce qu'en fonction des événements qui sont produits chez nous, en l'occurrence, il parlait du Tour de Monte-Carlo, on aurait pu vendre en direct chez nous les chambres au dernier moment à un prix exorbitant. Et comme on les avait vendus avant, et souvent sur les OTA, forcément, au dernier moment, on n'avait plus de stock et donc on s'est contenté de recevoir des réservations qui étaient faites 2 mois avant avec un prix qui était nettement plus bas. Et donc, évidemment, le deuxième point, c'est de réserver votre inventaire aux bonnes saisons. Alors, attention, on va le voir plus loin. Surtout, ne pas vous mettre en tête que sur la haute saison, vous fermez vos inventaires sur Booking. C'est-à-dire qu'en plein été, vous vous dites, moi, je ne file plus de stock à Booking. Ça, ce n'est pas fair. Ce n'est pas fair play. Ça peut sérieusement handicaper votre relation avec l'OTA. Et puis, quand l'OTA fait du business ou vous apporte du business, la relation doit être fair. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à l'OTA quand on n'arrive pas à vendre, et le jour où on arrive à vendre, on lui coupe les stocks. Alors, ce n'est pas contradictoire à ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que vous devez toujours faire en sorte qu'il y ait de l'inventaire sur les OTA, y compris en haute saison, mais peut-être que si en moyenne saison, vous gardez pour vous, que sais-je, 60 ou 40% de l'inventaire en direct pour vous, peut-être qu'en haute saison, entrée haute saison, vous allez garder 80% de l'inventaire pour vous, parce que vous savez que vous arriverez à le vendre. Évidemment, on est dans un contexte normal. Je ne parle pas aujourd'hui du post-Covid. Je vais approfondir sur le post-Covid tout à l'heure. Mais ça veut dire, 1, je ne donne pas tout. 2, je ne donne pas tout le temps. Et à chaque saison ou à chaque pression qui s'exerce sur mes saisonnalités, je vais reconsidérer le taux de chambres que je mets à disposition des OTA. Donc ça, c'est la première règle. Votre inventaire, avant même de raisonner sur les prix. C'est la clé. C'est vous qui devez toujours avoir la dernière chambre disponible. La maîtrise de vos prix. Ça, c'est la deuxième clé. J'ai mes chambres, mon inventaire, en même temps, c'est mes prix. La maîtrise de vos prix, c'est que la règle, c'est qu'on doit toujours trouver chez vous le meilleur prix garanti. Si vous allez chez un agriculteur aujourd'hui et que la carotte, elle est plus chère que chez Carrefour, la même carotte du même producteur, vous allez dire, ce producteur, il marche sur la tête. Il me prend pour un perdreau. Donc déjà, ce n'est pas bon en termes de démarrage de la relation commerciale. Donc, le meilleur prix garanti, il doit être chez vous. Si vous commettez l'erreur, et vous allez voir que beaucoup la commettent, de ne pas garantir ce meilleur prix chez vous, dans le processus qu'on a vu tout à l'heure, le parcours du voyageur, parce que le voyageur, il n'est pas bête, il compare les tarifs, il regarde les conditions, il va dire, bon, là, j'ai affaire à des gens qui manifestement, sont hors de la réalité commerciale. Donc, moi, déjà, ça commence mal, j'y vais pas. Donc, ne croyez pas. Vous le savez, nous sommes tous des consommateurs. L'acte d'achat, c'est d'abord un acte de confiance. Tous les signes que vous donnez sur votre site, sur votre moteur de réservation qui participent de la confiance du consommateur, le rapprochent du moment où il sort sa carte bancaire pour réserver chez vous. Tous les signes avant-coureurs qui entament sa confiance, et notamment le fait que le meilleur prix ne soit pas chez vous, éloignent le consommateur du moment où il va réserver en direct chez vous. Pourquoi vous devez être clair sur les prix et vous devez garantir que le meilleur prix garanti est chez vous? Parce que selon Google, 76% des personnes interrogées à l'échelle mondiale considèrent que les OTA offrent de meilleurs prix que vous. Voilà, voyez un peu le… Et vous allez me dire, mais les gens sont stupides, comment peuvent-ils imaginer que les OTA sont moins chers que nous? Parce que c'est la réalité. Parce que la réalité qui a été menée sur 28 000 établissements indépendants, c'est que seulement 13% des hébergeurs indépendants proposent des tarifs meilleurs marché sur leur site. 13%, 1 sur 10. Vous voyez, donc il y en a 9 sur 10 qui soit proposent un tarif équivalent à celui qu'on trouve sur l'OTA, soit 52%, ce qui est dingue, un tarif supérieur à ce qui est sur l'OTA. On va dire, mais pourquoi
les mecs ils font ça? Alors, premièrement, on va voir, souvent, c'est que pour certains hôtels, certains hôtels ont donné des chambres à ce qu'on appelle des banques de lits, des bed banks, avec des taux de réduction très très bas et qui se retrouvent sur les OTA. Donc ça, c'est une règle maintenant qui arrive à beaucoup d'hôtels, moins à des maisons d'hôtes. Ça arrive souvent au Maroc à des riads où on retrouve le prix relativement bien discounté, mais tout simplement parce qu'au départ, vous avez donné ce stock à un casseur, à un broker. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'opérateurs. Souvent, c'est parce que vous avez mis des tarifs sur l'interface de l'OTA et puis en parallèle, vous gérez vos tarifs sans channel manager sur votre propre site et puis vous n'avez pas forcément suivi la courbe de vos tarifs. Donc, il y a une distorsion entre ce qui est sur votre propre site, que vous ne contrôlez pas très bien, et ce qu'il y a sur le site des OTA, où en plus, des fois, vous avez coché, alors sans le savoir, vous avez précoché le fait de mettre en place des promotions automatiques sur le site de l'OTA, ce qui fait que vous vous retrouvez dans 52% des cas, souvent plus cher sur votre site que sur l'OTA. Et alors, ce qui est stupide, c'est d'être aussi peu cher sur votre site que sur le site de l'OTA. Donc, vous voyez, quand 76% des gens considèrent que c'est moins cher sur l'OTA, ce n'est pas une impression comme ça, c'est pas les gens qui perdent la raison, c'est qu'à force de regarder et de comparer, ils se disent bah, effectivement, on se rend bien compte que la plupart des cas, on ne trouve jamais un tarif meilleur marché ou des offres meilleur marché sur le site en direct. C'est 13% des gens, donc 28 000 établissements qui ont été analysés. On ne parle pas, ce n'est pas l'étude sur la chloroquine sur 24 personnes, on parle de 28 000 établissements. Donc, celui qui est, voilà, il ressemble à ça à peu près, hein, celui qui est plus cher que sur les OTA ou même prix, c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est comment on passe de cette attitude à une attitude plus constructive. Pourquoi les gens n'y vont pas? Pourquoi des hébergeurs comme vous, qui m'écoutent, continuent d'offrir le même prix sur les OTA ou des tarifs moins importants sur les OTA? Alors, il y a la première règle qui est nous, on reste fair play. Vous allez voir que ça, c'est bidon. Non, fair play, c'est un distributeur. Le distributeur, il accepte la tarification que vous lui envoyez. Et aujourd'hui, la loi vous permet, vous, en tant que producteur, de réserver à vos clients en direct le meilleur prix. Voilà, ça, c'est la règle. Donc, vous voulez rester fair play, pourquoi pas? Autant dire que plutôt, pour certains, les gens ont peur. Ça, c'est un tiers des gens ont peur des représailles. Et ça, ce n'est pas justifié. Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de ma présentation. Certains pensent que ce n'est pas permis dans le contrat. Alors en Europe, cet argument il ne tient pas puisque l'essentiel des pays européens a voté des lois. En France, c'est la loi Macron de 2015 qui vous autorise à vendre à un meilleur prix chez vous que sur l'OTA. Donc la loi en France, elle prime sur le contrat. Donc vous pouvez afficher un meilleur prix sur votre portail par rapport à l'OTA. Et certains disent pour 21%, oui, mais moi, c'est compliqué à gérer. Ben oui, c'est compliqué quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas les channels ou quand on n'a pas les fonctions qui permettent d'envoyer automatiquement des tarifs un peu plus supérieurs sur les OTA. Et d'autres disent, alors les irréductibles, moi, de toute façon, il n'y a pas de raison que je vende de plus cher sur les OTA. Donc moi, c'est le même prix partout. Bon, écoutez, continuez à vous faire tondre, il n'y a pas de problème. Les moutons aiment être tondus, c'est bien connu. Donc aujourd'hui, la règle, c'est de pouvoir afficher, comme sur des fonctionnalités de type Smart Connect chez nous, c'est-à-dire de dire, ben voilà, moi, chez Booking, ça va partir avec 8% de plus que sur mon site. Chez Expedia, ça va partir avec 10 € de plus que sur mon site. Et puis, je vais toujours afficher un tarif meilleur marché sur mon site par rapport au site de l'OTA. Je vais aussi pouvoir fermer de l'inventaire à l'instant T sur les OTA versus mon propre site. Ça, ce sont des opérations qui se font très simplement, qui peuvent se faire au jour le jour, qui peuvent se faire automatiquement. Et je vous invite à le faire. Alors, ceux qui ont les lois, évidemment, peuvent le faire du jour au lendemain. Ceux qui ne l'ont pas, interrogez votre éditeur et savoir s'il vous propose ce genre de fonctionnalité. Mais ce genre de fonctionnalité est utilisé par beaucoup de clients de chez Eloi et avec beaucoup de succès. Puisqu'en réalité, c'est ça la clé pour récupérer la réservation en direct, c'est déjà d'avoir les meilleurs prix chez soi et très facilement de gérer un inventaire différentiel et un tarif différentiel sur les OTA. La règle numéro 3, ne croyez pas les légendes urbaines. Oui, Fred? Il y a beaucoup de questions là sur le prix par rapport à la différence entre le site et le Booking. D'abord des questions sur est-ce que si je suis moins cher ou si je ferme sur les ponts, je ne vais pas être mal classé sur Booking ou sur les OTA. Première question. Quand les concurrents cassent les prix sur Booking, c'est difficile d'être aussi moins cher sur mon propre site internet.
Voilà, donc pas mal de questions qui se recoupent là-dessus. Alors, il y a une partie de la réponse que je vais donner maintenant sur ce que j'appelle les légendes urbaines. Si je suis moins cher sur Booking, je vais me faire déclasser. Et donc là, je vais être shortlisté, blacklisté, voilà, je vais être banni du truc. Voilà. Bon. Il y a une étude qui a été menée l'année dernière par le principal institut européen économique qui s'appelle le ZOO, qui est en Allemagne. Ce sont des chercheurs. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est une formule algorithmique, mathématique, ils ont décomposé les processus de classement et d'affichage des deux principaux OTA que sont Booking et Expedia. Puisque, évidemment, leurs algorithmes sont secrets, mais eux, ces chercheurs, ils ont analysé plein de tarifs, plein de professionnels, et donc ils ont essayé de comprendre comment l'OTA classait ou déclassait. Alors en réalité, il y a effectivement deux critères discriminants pour que vous soyez demain, entre guillemets, sanctionné par l'OTA en fonction de votre attitude. La première, c'est l'écart de prix. L'étude du ZOO a démontré que si vous restez dans un écart de prix entre 8 et 12%, donc la moyenne c'est 10%, c'est-à-dire que si vous êtes pas plus que 12% moins cher, en moyenne 10%, vous allez être considéré comme un ami par les OTA. Booking ne vous déclassera pas. Expedia ne vous déclassera pas. Alors, il y a deux raisons. D'abord parce que dans leur système à eux de contrôle, de monitoring, un écart de 10% reste encore acceptable, n'est pas discriminant, et qu'en plus, du point de vue de la loi aussi, on ne peut pas vous allumer parce que demain, vous avez un meilleur prix chez vous. Donc, le taux de 10, c'est ce que le ZOO a établi en disant, voilà, on a observé les variations tarifaires sur des milliers d'hôtels et de maisons d'hôtes à l'échelle européenne qui étaient à la fois distribués sur leur propre site et sur les sites des OTA. Et aujourd'hui, ce qu'on peut regarder sur les variations de classement, c'est que quand ils ont fait varier leurs tarifs de l'ordre de 8 à 12%, donc moyenne 10, les OTA ne les déclassaient pas. Donc, vous voyez, ça, c'est très important à noter. Évidemment, ne vous amusez pas à faire des écarts supérieurs à 12. Et moi, je vous recommande vraiment de rester dans une part à la fois cohérente, parce que si je suis un acheteur, je suis un voyageur, et je vois un écart de prix de 25%, alors déjà, je ne vous verrai pas longtemps sur Booking, et ensuite, je vais dire, c'est quoi cette histoire, quoi? Pourquoi c'est si cher sur Booking, ou pourquoi c'est si peu cher chez eux? Qu'est-ce qui se passe? À la limite, ça peut poser plus de questions sur votre attitude commerciale que sur le reste. Donc voilà, ça, c'est le premier enseignement. Première légende urbaine, non, tant que vous restez sur un écart de prix raisonnable, et ça a été calculé sur des milliers d'hôtels, de maisons d'hôtes et de campings, vous n'êtes pas déclassé par l'OTA. La deuxième règle, c'est que si vous gardez un flux d'inventaire permanent sur l'OTA, vous n'êtes pas déclassé. La règle la plus discriminante que ZOO et ses chercheurs ont pu déceler, c'est que vous vous faites shooter dès lors que vous faites des allers-retours avec votre inventaire. Vous retirez sur des longues périodes, en haute saison, vous supprimez du stock. Ça, c'est normal. L'OTA dit, bah, attends, ils sont sympas, ils me filent du stock quand ils n'arrivent pas à le fourguer aux clients, et puis au moment où les gens sont prêts à acheter, on me le retire. Donc moi, je ne travaille pas avec ces gens parce qu'ils me font louper des opportunités commerciales, parce que moi, Booking, moi, Expedia, j'investis de l'argent en marketing, plusieurs milliards, j'ai des collaborateurs, on met en place des campagnes de promotion, bon, ce n'est pas fait pour amuser la galerie. Donc logiquement, sur ce biais-là, vous pouvez être déclassé. Et c'est pour ça que je vous disais, maîtrisez votre inventaire. Ce n'est pas tout ou rien. Comme on dit en catalan, entre poc i mas, la vie de passe. Entre peu et beaucoup, la vie passe. Donc, il faut rester dans la voie du milieu. Voilà. Donc, gardez de l'inventaire, gardez une ou deux chambres tout le temps et faites en sorte que vous soyez systématiquement présent. Et là, le troisième point que l'étude a démontré, c'est qu'en termes de bannissement, de discrimination, Booking était beaucoup plus magnanime qu'Expedia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette étude, hein, vous pouvez la retrouver sur notre blog. Booking est beaucoup plus magnanime. Est-ce que c'est une logique européenne? Parce qu'ils sont plus européens, on va dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez, légende urbaine, ça c'est important. Quant à l'attitude qu'ont vos concurrents, alors, les concurrents, si vous regardez bien, ce n'est pas forcément vos concurrents hôtels ou vos concurrents de maisons d'hôtes qui vont casser les prix. L'attitude de casser les prix, soit vous allez, par la connaissance de votre marché, par la pression du remplissage, considérer que oui, il y a effectivement péril en la demeure parce que ça ne remplit pas, la météo n'est pas bonne, le contexte est absolument catastrophique. Donc, vous allez peut-être être tenté de baisser les prix.
Et on le sait qu'en termes de revenu management, ce n'est jamais la bonne façon. Les prix, il faut les maintenir en bon niveau, mais il faut rajouter du bonus. Si vous suivez une baisse des prix, effectivement, c'est catastrophique. Et attention, ça peut être doublement catastrophique parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des gens qui sont sur les OTA sont des hébergements alternatifs, c'est-à-dire gérés par des propriétaires particuliers, sont des locations de vacances. C'est le cas de 56% de l'inventaire de Booking et ça va continuer de grossir puisque les OTA vont beaucoup chercher aussi ce type d'hébergement. Et là, effectivement, on a des comportements commerciaux qui sont plutôt des comportements amateurs. Les gens passent rapidement en mode panique, baissent les prix quand ils n'arrivent pas à fourguer une semaine, 2 semaines à la mer ou à la montagne. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut que vous suiviez. Si vous baissez les prix, vous allez attirer un autre type de clientèle. Vous devez maintenir un niveau de tarif, mais vous devez rajouter du bonus. Donc, faites très attention sur ces sujets-là, quitte à ce que vous réduisiez l'écart de prix qu'il y aura entre l'OTA et vous. Ça peut être aussi un autre levier, mais ne tombez pas dans la logique de casser les prix. La règle numéro 4, c'est d'offrir systématiquement chez vous de meilleures conditions tarifaires. Meilleures conditions tarifaires, c'est les conditions de paiement ou les conditions d'annulation. Ce n'est pas un prix cassé. Alors, ça va être au départ, certes, on va le voir sur l'offre tarifaire, pour 57% des gens qui viennent chez vous après vous avoir vu sur une OTA, ils vont s'attendre à trouver plus d'offres spéciales, du package. Voilà, si vous vendez sur Booking que de la chambre sèche, vous vendez de la demi-pension, du petit déjeuner, en plus sur votre site, des choses qu'on ne retrouve pas sur les OTA. Ça, c'est fondamental aussi. N'allez pas mettre sur les OTA l'intégralité des offres que des gens viendront systématiquement chercher chez vous. La deuxième, c'est que chez vous, vous allez pouvoir vendre des options, du spa, du massage, location de vélo, cours de cuisine. Ça, c'est des trucs qu'on ne trouve pas sur les OTA. Et c'est des choses qui sont essentielles parce que souvent, c'est ce qui va déterminer la raison de réserver chez vous. Donc, ce genre de choses, gardez-les chez vous aussi. Les cartes cadeaux, on en a parlé lors du deuxième webinaire, on en refera un autre à ce sujet. Les cartes cadeaux sont des choses que les gens aiment bien trouver. Et surtout, des conditions d'annulation par les temps qui courent extrêmement flexibles. Donc, si vous arrivez à faire ce genre de position, bravo. Mais ça, je ne vous demande pas de le faire du point de vue physique. C'est au niveau de vos conditions d'annulation, vos conditions de paiement. Donc, il peut y avoir des réservations, par exemple, avec de l'offre de dernière minute. Vous devez les mettre en paiement intégral. Vous proposez de la réservation early bird de 60 jours, 90 jours avant, mettez un prepaid partiel avec des conditions d'annulation plus souples. Tout ce que l'on a vu, notamment lors du deuxième webinaire, on en refera un second puisqu'on nous l'a redemandé, en détaillant encore plus ces règles de tarifaires. Demain, il y aura aussi un webinaire sur le revenu management où ces questions seront abordées. Donc ça… Après-demain. Oui, Fred ? Après-demain. Après-demain, pardon. Donc, toutes ces règles-là, ça, c'est des choses en plus que vous devez avoir et uniquement avoir sur votre site ou sur les sites de réservation directe, sur les sites de vos offices de tourisme ou ailleurs. Ça, c'est déterminant. Donc, ça, c'est la règle essentielle. Donc, vous voyez, l'agilité, c'est ça. Ça, c'est Jim Carrey, on le verra quelquefois, mais c'est ça l'agilité. D'autant plus que quand vous mettez des conditions de paiement, si vous mettez des prix plus intéressants, vous pouvez vous permettre d'avoir des conditions d'annulation un peu plus strictes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est une étude qui a été faite par The Edge l'année dernière. Les OTA, ça apporte de la réservation, mais ça apporte aussi beaucoup d'annulations. 49,8%, c'est le taux d'annulation des réservations que les OTA vous envoient. Donc, ça envoie beaucoup de business, mais c'est aussi beaucoup de business qui est annulé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réflexes aujourd'hui de la part des voyageurs qui consistent, quand ils préparent un séjour, à réserver à l'instant T 4 hébergements en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'engagent en rien. Ils mettent leur carte bancaire en garantie, on leur dit filez votre carte bancaire, on ne va rien débiter et vous pourrez annuler jusqu'à 48 heures avant. Donc évidemment, on ne sait pas dans quel endroit partir ou quelle maison d'hôte ou quel hôtel. Je vais réserver 4 établissements et au dernier moment, j'en annulerai 3. C'est ce phénomène-là qui explique qu'il y a à peu près 50% d'annulation. Quand vous faites des réservations chez vous en direct, en réalité, le taux d'annulation, on voit, il chute à 18%. Donc, être visible sur les OTA, attirer des gens chez vous, avoir un bon site, un bon moteur de réservation, à l'intérieur des offres beaucoup plus attractives que sur les OTA, avec des tarifs beaucoup mieux pensés et des conditions de paiement et d'annulation spécifiques à votre vente directe, ça vous protège contre des annulations intempestives. Ça, c'est aussi fondamental. Voilà. Vous voyez comme quoi vous êtes les premiers, gardez-vous la part du lion. Voilà, c'est vous qui devez être les mieux servis. Si vous ne faites pas l'effort, après avoir passé autant de temps
à produire votre service, à le vendre vous-même dans les règles de l'art, qui aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, vous n'avez aucune excuse si vous ne le faites pas parce que les technologies sont là, le coût est très bas et l'apprentissage de ces technologies est très facile. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous si vous dépendez des OTA. Tant pis pour vous. La règle numéro 5, c'est d'en offrir beaucoup plus sur votre propre site. Votre propre site est visité. Oui, les gens cherchent de la promotion ou du bonus, mais pas que. Encore une fois, il y a une partie de la clientèle qui va toujours chercher la dernière chambre disponible chez vous. Quand il y a un grand événement, si vous avez bien joué, votre chambre disponible va se vendre au prix fort. Si vous avez mal joué, il y aura forcément une promotion automatique avec une baisse automatique de votre tarif qui va être faite en dernière minute. Mais la dernière chambre disponible en dernière minute, elle doit être chez vous et le client doit pouvoir la trouver. Mais pas que, il va chercher chez vous plus de photos, plus de vidéos, plus d'humains, plus d'empathie, plus de témoignages. C'est ce que votre site doit promouvoir, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de promouvoir à travers la page d'un OTA. La page d'un OTA sont des photos, beaucoup de photos qu'on vous réclame, sont des avis qui arrivent des OTA, sont des notes, sont des prix. Voilà. Vous n'êtes pas réduit qu'à ça. Il y a une histoire chez vous, il y a des gens, il y a un environnement. Et justement, cet environnement, vous devez aussi en parler. Vous devez parler de ce qu'il y a autour de chez vous. Quand on vient sur votre portail à vous, on considère, on ne va pas dans une maison d'hôte, on ne va pas dans un hôtel, on va dans un endroit, on va dans un spot touristique. Et donc, on s'attend à savoir ce qu'il y a à faire autour. Si je viens pour un voyage d'agrément, ben, j'ai envie de trouver sur votre site ce qu'il y a à faire autour de chez vous, ce qu'il y a à visiter, éventuellement même pouvoir le réserver, parce que ça va me verrouiller encore plus ma réservation. Donc, vous voyez que ce travail d'hospitalité, d'information touristique, de promotion de votre micro-destination, ce qu'il y a immédiatement à faire autour de chez vous, ça, l'OTA, pour l'instant, ne le faisait pas. Mais attention, les OTA sont en train de le faire. Ils sont en train de lancer maintenant des guides de destination qui ont vocation à terme à surclasser votre propre site, le site des offices de tourisme, parce qu'ils ont compris que le voyageur, c'est ce qu'il cherchait aussi. C'était un élément déterminant de son choix de réserver. Donc, à vous de vous battre sur ce point-là. Je ne sais pas si tu as des questions, Fred, à ce stade. J'ai des questions plutôt sur du fonctionnement des lois, c'est pour ça que je réponds en direct. Et bon, on nous dit que l'affichage est trop rapide des fois. Par contre, des complications, quand on a un gîte, on a des appartements avec des adresses différentes, c'est difficile d'avoir un seul site. Voilà. Alors, non, oui et non. Bien évidemment, une autre, comme ça, je te les note toutes, quelqu'un qui dit moi, je suis loué en pleine saison rapidement sans passer par Booking, alors que j'ai mis le stock sur Booking. Est-ce que Booking ne va pas me dégrader du coup, alors, puisque... si vous êtes vendu en direct, il faut vous retirer le stock de Booking et puis c'est terminé. Donc, Booking, évidemment, va se rendre compte que vous êtes un champion et que les gens viennent réserver chez vous. Donc, votre intérêt d'être présent sur Booking, il est mineur si vous fonctionnez qu'en très haute saison. Évidemment, Booking va se dire combien de jours ils ont réservé chez nous, combien de business on a fait avec eux. Et si vous êtes en situation suspecte, oui, bien sûr, vous risquez d'être déclassé au bénéfice de gens qui, eux, vont être présents tout le temps et vont faire du business à l'OTA. Donc ça, j'ai bien compris que ce n'était pas une mauvaise volonté de votre part et que votre inventaire en plein été y partait. Il faudra peut-être quand même rouvrir une fenêtre de réservation chez vous pour montrer qu'il y a de la réservation possible sur les ailes de saison, par exemple, si c'est le cas. Mais c'est clair que les OTA vont finir par faire le ménage un petit peu dans leurs inventaires, notamment vis-à-vis des établissements dont ils pourraient supposer qu'ils ne jouent pas le jeu avec eux. Concernant ceux qui sont multipropriétaires, évidemment, les OTA vous demandent d'avoir un compte distinct selon que vous vendez des maisons d'hôtes chez eux ou des gîtes. Mais rien ne vous interdit, si on prend le cas de Eloi, par exemple, d'avoir un site internet, mini tête de réseau, dans lequel vous pouvez vendre, distribuer vos gîtes distincts, votre maison d'hôtes, et en faire un site un peu qui regroupe toutes les offres. Ça, pour celles et ceux qui sont chez nous, je vous invite à contacter vos conseillers Eloi, ils vous expliqueront, et c'est très, très opérationnel. Donc, tout ce que je vous ai montré jusque-là, ce sont les étapes incontournables, ce sont les figures de style incontournables pour tirer profit de votre présence sur les OTA et générer jusqu'à 26% de réservations en plus chez vous en direct. Et donc, effectivement, on se trouve dans une situation où l'OTA ou les OTA faisaient 45% des réservations de certains pros. Aujourd'hui,
on a vu chez beaucoup de clients Eloi en particulier que le taux de dépendance aux OTA est tombé à 32%. Certains sont tombés bien plus bas, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à se délier de la dépendance qu'ils avaient aux OTA parce que ils disaient mais non, on n'est pas capable de vendre en direct, mais nous, on n'est pas capable d'avoir un site internet qui fasse l'affaire, mais nous, on ne sait pas jouer sur les tarifs, nous, on ne sait pas jouer sur la distinction. Et puis quand on leur montre que c'est facile, quand on leur montre que c'est à leur portée, que ce genre de choses se programme, s'automatise et qu'ils le font, les résultats sont instantanés. D'une année sur l'autre, les différences sont fondamentales. Donc ce travail-là, il est essentiel. Et moi, j'ai envie de dire, il est même essentiel pour les OTA. Parce que je compare souvent les OTA aux Big Five, vous savez, les grands animaux de la savane. Les Big Five, les éléphants, les lions, ils n'existent que parce qu'il y a une chaîne alimentaire en dessous. Et si la chaîne alimentaire en dessous est détruite par les grandes espèces, c'est toute la chaîne alimentaire, y compris les grandes espèces, qui disparaissent. Alors ceux qui ont un peu plus une âme d'enfant, je vous envoie au visionnage du Roi Lion, mais c'est ça l'idée. Les OTA n'ont aucun intérêt à travailler avec des partenaires qui sont en situation de fragilité économique ou fragilité commerciale. Et à la limite, si demain, vous arrivez à vendre par vous-même, vous avez un taux d'occupation plus important, vous avez un revenu par chambre plus important, et que vous montez vos tarifs sur les OTA, et que les OTA, même avec des tarifs plus élevés, vous vendent, tout le monde est gagnant, parce que l'OTA, quand il prend 20% sur une chambre à 100 ou sur une chambre à 150, l'effort est le même, mais le revenu n'est pas le même. Donc, leur intérêt, c'est de travailler avec des gens qui ont une vraie logique commerciale, une vraie logique de compétition. Et vous, votre intérêt et leur intérêt, c'est que vous soyez moins dépendants d'eux pour être des professionnels en bonne santé économique, en bonne santé commerciale, qui continueront de réaliser de la marge et de ne pas détruire de la marge. Donc, vous gardez de la marge pour offrir un meilleur service que les gens sont prêts à acheter chez vous ou chez les OTA, dont vous devenez une référence intéressante pour les OTA. Le mec qui casse ses prix au détriment d'un service, qui va se ramasser des mauvaises notes derrière, qui va se ramasser mauvais avis, ce gars-là, il n'intéresse pas les OTA. Mettez-vous bien ça en tête. Ceux qui intéressent les OTA et qui vont intéresser les OTA particulièrement dans cette période post-Covid, ce sont les gens qui sont de vrais professionnels et qui gèrent bien leur tarification et leur planification. Ça, c'est essentiel. Et dans le post-Covid, vous allez me dire, mais est-ce qu'on a besoin des OTA? Alors oui et non. Les OTA, on le voit pour certains, sur certaines zones atlantiques, méditerranéennes, ce sont de très bons apporteurs d'affaires sur de la clientèle étrangère. Mais comme on sait que ce qui va dominer au démarrage, c'est la clientèle locale, ce qu'on appelle le staycation, donc les gens qui vont partir à moins de 3 heures de voiture. Le Toulousain, pour aller réserver à Moissac, il ne va pas passer par Booking. Ou alors, s'il passe par Booking, c'est que vous n'avez pas fait votre boulot. C'est que votre office de tourisme n'a pas fait son boulot. C'est votre comité régional n'a pas fait son boulot. Théoriquement, le marché local, il doit être atteint avec les moyens locaux. Donc, il faut être présent sur les OTA, d'abord parce qu'il y aura de la clientèle hors région, évidemment, qui va chercher à venir dans votre région. Et donc, sur le marché français, l'OTA reste un très bon prescripteur, un très bon afficheur. Mais sur un marché de staycation, c'est la presse quotidienne régionale, les réseaux locaux, les réseaux sociaux, les offices de tourisme, pourquoi pas votre label, qui doivent vous apporter le business et surtout votre propre site. Parce que sur une clientèle hyper locale, en ayant une grosse activité sur les réseaux sociaux, comme on vous l'explique depuis quelques jours, vous pouvez attirer à vous la clientèle locale et faire le business. Donc, comme les agriculteurs, vous devez créer votre réseau local aussi, expliquer que chez vous, c'est facile à réserver, que c'est dans les mêmes conditions de sécurité que si je vais sur un OTA. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition aujourd'hui? Alors, selon que vous utilisiez du Eloi ou pas du Eloi. D'abord, vous avez toujours vos réservations par téléphone. C'est mineur, mais ça continue de fonctionner pour vos clients fidèles ou ceux qui vous connaissent. Votre site Internet, fondamental. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous n'avez pas un équipement responsive, bien référencé, multilingue avec un moteur de réservation, vous faites un autre métier, quoi. Je ne sais pas, faites ambulancier, ça marche bien en ce moment, mais faites autre chose, mais certainement pas hébergeur. Il faut vous distribuer sur les OTA. Il y a un maximum d'OTA qui fit avec votre business. Alors, dans les OTA, j'ai beaucoup parlé des très gros, hein, des Big Five ou des Big Four, mais encore une fois, j'insiste, il y a en France des portails qui sont des portails de niche, très, très, très verticalisés. Unixtay, ancienne Abracadabra Room, des gens comme maisondot.fr, les guides rivage aussi, qui sont des partenaires qui font de la visibilité. Donc,
affichez-vous sur vos offices de tourisme, sur vos sites de guide, sur les sites qui sont spécialisés sur les départs en vacances en famille, etc., etc. Mettez des offres au maximum chez vous. Il va y avoir beaucoup de demandes d'offres de privatisation, de maisons d'hôtes pour venir se retrouver en tribu, en famille. Ces offres-là, c'est chez vous qu'elles doivent être, sur votre réseau local et ailleurs. Ensuite, vous devez être présent, j'ai l'impression qu'on est figé, être présent sur votre office de tourisme, votre comité du tourisme, votre comité régional du tourisme. On en parlera demain avec Frédéric lors du webinaire, on en reparlera avec d'autres OTA. Bon, ben, il va falloir aussi que ces réseaux deviennent fer de lance dans votre distribution locale et hyper locale, y compris à leur guichet. Et ça, c'est fondamental. Et enfin, on va en parler, c'est les meilleurs distributeurs du tourisme, ce sont vos confrères. Si vous êtes une maison d'hôtes, ce sont les gens qui proposent du kayak à côté de chez vous. C'est les gens qui proposent la visite du musée. C'est le moment, et c'est là qu'on parle de la conciergerie, de la distribution circulaire aussi, c'est le moment de vous redistribuer les uns les autres. Et ça, ce sont des fonctions essentielles qui existent. Alors chez nous, je ne vais pas regarder ailleurs parce que je pense que ça n'existe pas ailleurs, et que demain, vous puissiez vous vendre les uns les autres. Si je vais demain, je veux partir avec mes enfants, faire un stage de surf à Biarritz, je vais aller en priorité regarder les spots, les sites de cours de surf. Ben, si le prof de surf me propose de réserver dans des maisons d'hôtes qu'il a lui-même sélectionnées à proximité de la plage, je vais forcément faire confiance à la recommandation de ce pro. Si je suis une maison d'hôtes et que je veux que les gens viennent chez moi, il faut que je leur explique, que je leur démontre qu'autour de chez moi, on peut réserver le départ en vélo-rail, le départ de la location de vélo, qu'on peut aller visiter en réservant, en dématérialisé le petit train, le musée, la bambouserie, etc., etc. C'est le moment de vous vendre entre vous. Pourquoi? Parce que le vrai réseau de prescription et de distribution du voyage, ce sont les producteurs de voyage eux-mêmes. Quand quelqu'un a réservé une maison d'hôtes chez vous, il est tout à fait sensible aux propositions que vous allez lui faire pour aller réserver des équipements de loisirs à proximité. Quand quelqu'un a envie de se déplacer dans une destination, si je prends Vallée de la Dordogne pour aller voir le gouffre de Padirac, je vais être sensible si Gouffre de Padirac me dit ben voilà les 10, 20 ou 30 établissements que je vous recommande autour de chez nous pour arriver au bon moment, pour dormir dans les meilleures conditions, pour manger au meilleur endroit, pour aussi aller visiter, tout comme ça. C'est le moment d'y aller. Donc, ce genre de choses, n'hésitez pas, je ne vais pas faire notre pub trop longtemps là-dessus, mais n'hésitez pas à le voir, ce sont des fonctionnalités qui sont très riches au sein de Helloa et je vous invite à l'utiliser parce que le redécollage, le redémarrage passera aussi par le réseau local des producteurs. C'est essentiel. Donc, la conciergerie, la distribution sur l'OTA et au milieu de tout ça, l'essentiel, c'est votre distribution à vous en temps réel. Donc ça, c'est essentiel. N'oubliez pas la dématérialisation, la sécurisation, la professionnalisation de votre business. C'est déterminant, encore plus dans la période post-Covid. Les gens ne prendront pas la peine de vous appeler. Ils ne vont pas perdre de temps à remplir un formulaire de contact. Ils vont certainement pas se risquer à vous donner leur numéro de carte bancaire par téléphone. Donc, si vous voulez redécoller très vite, il va falloir vous mettre dans des méthodes de vente qui soient des méthodes de vente extrêmement professionnelles, extrêmement contemporaines. Voilà. En conclusion, donc les OTA, c'est comme le judo, comme les arts martiaux. Voilà. Il faut savoir se servir de la force de l'autre pour pouvoir vaincre, et je pense que vous allez y arriver. C'est comme les arts martiaux, et vous allez pouvoir passer de ce stade de Jim Carrey à ce stade-là, c'est-à-dire d'être vraiment un champion du monde de la distribution, d'avoir des résultats et de vous prouver que oui, vous étiez capable d'y arriver par vous-même à côté de ces partenaires qu'il ne faut pas regarder comme des adversaires ou comme des ennemis, mais comme de vrais partenaires de votre distribution et de valorisation de votre offre. Voilà, donc je suis là prêt à répondre à vos questions. Alors, tu as cité le Abracadabra Room, voilà, qui fait partie des gens qui nous écoutent, donc qui précisait, je ne retrouve pas la précision, voilà, qui était anciennement mon hébergement insolite, oui. Voilà, qui est géré aujourd'hui par Unique Stay. Oui, j'ai cité. Donc... des questions. Mon hébergeur de site m'a déconseillé. Pardon. Tu es pressé. Non, mon hébergeur de site m'a déconseillé de faire des liens vers les sites de loisirs dans les environs car cela a des impacts sur la recherche sur Google. Que faire? Alors, vous pouvez faire des liens, mais le mieux, c'est de mettre un moteur de réservation de conciergerie sur les sites de loisirs que vous recommandez. Ça, c'est les liens, évidemment, ce n'est pas bon pour vous. Ça fait sortir les gens de votre site. Et au pire, s'ils n'ont pas réservé sur votre site, ça veut dire que vous ne les retrouverez pas. Donc, évitez les liens, évidemment, et faites en sorte que chez vous, il y ait un seul commerce, un seul point d'achat
de votre hébergement et de recommandations et ou d'achat des professionnels du loisir autour de chez vous. Donc, du coup, des questions sur la conciergerie. Alors, des questions, est-ce qu'on pourrait avoir des webinaires spécifiques sur les fonctionnalités Eloa? Donc, je pense que c'est par rapport à des clients Eloa. Oui. Et une question, la conciergerie, est-ce que chacun encaisse les entrées? Car nous n'avons pas le statut d'agence commerciale. Nous n'avons pas de droit de vendre les entrées chez un autre prestataire. On fera un webinaire sur la conciergerie. Vous verrez que c'est totalement dématérialisé. C'est chaque professionnel qui récupère directement sa part d'argent, sa part de réservation. Donc, il n'y a pas de mise en responsabilité du professionnel de l'hébergement sur la distribution de la conciergerie. C'est de la mise en relation. Et donc, à ce titre-là, vous n'êtes pas mis en responsabilité par rapport à ça. Mais je vous l'expliquerai lors d'un webinaire, il n'y a aucun problème. Voilà. Des demandes aussi d'évolution sur Eloa pour pouvoir varier le prix selon la saison, l'augmentation du prix sur les OTA selon la saison. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît. Voilà. Des gens, alors, du chat disent que la conciergerie n'est qu'en tête sur certaines régions. Non, c'est valable sur tout le territoire national. Voilà, je pense après qu'on a fait le tour des questions. OK. Bah, écoutez, merci. On va passer aux applaudissements comme tous les jours. Voilà, ça coupe sec. Hein. Bon, les questions-réponses, on les a faites, SVP, on l'a fait. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, on note vos questions aussi, on vous y répondra. Les prochaines sessions de travail. Donc, demain, c'est Frédéric qui interviendra. On va vous envoyer un sondage pour savoir ce que vous attendez dans ces temps de reprise de votre office de tourisme, de votre comité du tourisme, de votre comité régional du tourisme. Voilà ce que vous attendez en termes de soutien. On a listé un certain nombre d'idées avec certains offices ou certains comités départementaux et donc on va vous interroger en temps réel aujourd'hui et demain lors du webinaire et on va vous restituer ce que vous attendez, mais aussi les pistes de réponse qu'apportent les territoires, les destinations en matière de reprise du business. Vendredi, c'est Jean Laherrère, donc, qui est un spécialiste du revenu management pour les hôtels, les campings. Ça intéressera aussi les maisons d'hôtes. Hein, donc, on revient sur ces sujets-là. C'est important, on nous les réclame parce que ce sont des sujets qui peuvent être assez abstraits au départ, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est comme le sport, il faut s'y mettre. Une fois qu'on s'y est mis, on se rend compte que voilà, c'est bien, ça fait du bien. Donc, il faut le faire. Je vous invite à l'écouter parce qu'il est très pédagogue, très schématique et il va vous apporter des éclairages importants justement à la fois pour cette reprise, mais surtout pour le reste de votre activité. Lundi, nous traiterons de la manière de gérer une campagne Facebook de A à Z pour la relance de votre activité avec des offres spéciales, avec des promotions, mais aussi comment vous mettez en avant votre communauté, comment vous allez saisir ça. Donc, c'est plus un tuto en live qu'un webinaire, donc n'hésitez pas à y participer. Puis, il y en aura d'autres à ce sujet-là. Nous sommes en train de monter d'autres webinaires. On nous pose souvent la question en disant « mais est-ce que vous pouvez nous donner la liste des webinaires qui vont arriver ?» Malheureusement, non, puisqu'en fait, vous le savez, on les organise pas au jour le jour, mais on est aussi un peu dépendant de la disponibilité de nos intervenants, nous également du temps de préparation qu'on doit mettre pour vous apporter le maximum de schémas, de visuels, de choses assez didactiques. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça répond à des questions que vous posez. N'hésitez pas à consulter notre blog, il y a beaucoup d'articles qui font référence à ce qui est dit là. Et encore une fois, vraiment, merci beaucoup de vos messages, de vos encouragements et on vous souhaite plein de courage, plein de patience et voilà, une très bonne journée, quel que soit le temps qu'il fasse chez vous. Merci à toutes et à tous.